Hello tout le monde et bienvenue à bord de l'Arche des Brumes. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter, comme promis, ma pile à lire ainsi que quelques recommandations autour de mon challenge, le challenge du satellite funambule que j'ai lancé, si vous l'avez suivi, dans la vidéo de présentation de la semaine dernière. J'ai passé pas mal de temps à préparer ma petite pile à lire et mes petites recommandations. Ça va être un petit peu brouillon parce que je vais mélanger les livres que j'ai lus, ceux que je n'ai pas lus. Je vais essayer aussi de vous proposer quelques séries qui peuvent rentrer, je trouve, dans le challenge. Alors il y a des thèmes où j'ai plus de choses à vous proposer que d'autres, tout simplement parce que il y a certains sous-genres qui m'attirent plus, certains sous-genres dans lesquels j'ai déjà plus de connaissances, on va dire. Typiquement, je vais vous le donner en mille, mais la hard SF c'est pas du tout ce que je lis habituellement. Donc effectivement j'avais un petit peu moins de choses à vous proposer et ça va forcément s'en ressentir. Pour autant j'espère que ça vous donnera des idées, que certains des titres que je vais vous présenter ou certaines des séries que je vais vous présenter vous intéresseront. Le tout dans l'optique bien sûr que vous passiez un challenge le plus confortable et agréable possible pour vous et que vous fassiez un maximum de découvertes. Je ne ferai pas de récap sur le challenge parce que j'estime que si vous avez loupé la vidéo de la semaine dernière, vous pouvez tout à fait aller la regarder et revenir regarder celle-ci si besoin. Mais pour rappel, il y a donc 6 menus, donc je vais vous présenter 6 piles de livres et on va commencer tout de suite. Alors le premier menu c'est donc le menu du Temple des Sciences avec cette fameuse hard SF et comme je vous le disais c'est pas le sous-genre que je lis le plus et il a même fallu que je fasse quelques recherches de mon côté aussi pour en apprendre un petit peu plus sur ce sous-genre dans le cadre du challenge. Du coup pour commencer je vais vous recommander d'aller lire un article que je trouve extrêmement intéressant que je vous mettrai dans la barre d'infos qui explique un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur le sous-genre de la RDSF et qui vous donne également quelques titres emblématiques du sous-genre. Et peut-être que certains puristes de la science-fiction qui passeront peut-être par là ne seront pas exactement d'accord avec les livres et les titres que je mettrai dans toutes les catégories. Si c'est le cas, eh bien, je m'en excuse par avance, mais j'ai essayé de trouver un maximum de ressemblance entre les lectures que j'avais dans ma pile à lire et les sous-catégories du challenge. Et typiquement pour la RDSF, je vais vous présenter 2 titres qui pour moi sont de la hard SF, peut-être que encore une fois pour un puriste c'est peut-être pas assez pointu pour en être, mais écoutez comme d'habitude je fais avec ce que j'ai. Alors en tout premier je vais vous présenter ce roman que j'ai acheté du coup à la librairie Critique. Ça fait partie de ces romans qui m'ont été recommandés quand je suis passée chez Critique il y a quelques semaines et que j'avais vraiment très envie de science-fiction. Il s'agit donc de la séquence Hartman, je pense que ça se dit comme ça, de Saul Pandelakis. On est du coup dans un futur dans lequel l'effondrement climatique a clairement bouleversé la planète. Les humains cohabitent avec des robots et on envoie du coup des vaisseaux à travers la galaxie pour trouver des planètes qui peuvent être terraformées et notamment on est sur une grosse thématique autour de l'intelligence artificielle et pour moi c'est justement cette thématique de l'intelligence artificielle qui me fait dire que ce roman peut rentrer dans la catégorie hard SF parce que l'intelligence artificielle pour moi a cette image de la science et comme la RDSF est justement ce sous-genre de la science-fiction qui met en avant les sciences, je me suis dit que ça pouvait tout à fait correspondre. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez lu et si vous pensez que justement ça peut être un titre parfait pour ce sous-genre ou pas vraiment en réalité. Et le deuxième je l'ai aussi acheté à la librairie Critique et là pour le coup c'est carrément un livre des éditions Critiques. Il s'agit de Symphonie atomique de Étienne Kunge, je sais pas comment ça se dit. Et alors, il y a une phrase d'accroche que je vais pas dire forcément en vidéo parce qu'elle est un peu brutale, mais clairement ça parle d'éco-responsabilité et globalement ça va parler d'environnement. On est sur un monde un peu chaotique de la même façon dans le futur. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de conflits sociopolitiques à travers le monde. On nous parle aussi de force nucléaire spatiale, d'une Europe en transition. Il y a beaucoup de choses qui me font penser justement à peut-être une guerre scientifique, une guerre en tout cas qui est liée aux nouvelles technologies et aux avancées technologiques. Et on nous parle notamment de modèles de puissance atomique. C'est pour ça que du coup à nouveau j'ai considéré que ça rentrait dans cette catégorie scientifique dans le sens que j'imagine qu'il va y avoir quand même une grosse base, un gros socle commun de science dans ce roman. Donc pour ces deux-là, eh bien, je pense ne pas trop me tromper en disant qu'il s'agit de hard SF. En ce qui concerne tout ce qui va être les œuvres télévisuelles, je pense évidemment à Interstellar. Est-ce que tout le monde sera d'accord pour dire qu'Interstellar est un film de hard SF? Je ne sais pas. En tout cas du souvenir que j'en ai, puisque je l'ai vu une fois il y a 3 ans, 4 ans. Moi j'en ai retenu en tout cas un côté très scientifique, en tout cas pour la scientifique que je suis. J'ai été quand même assez
plongée dans l'univers scientifique et ça m'a beaucoup questionnée. Donc j'imagine quand même qu'on peut considérer que c'est un film de hard science-fiction. Et si jamais vous n'avez jamais vu ce classique, eh bien je vous le recommande vraiment parce que je l'avais trouvé extrêmement émouvant. J'avoue que moi à la fin, tout ce qui est ellipse temporelle et les choses comme ça me brise tout le temps le cœur. Et là, la façon dont c'est fait en plus, on ne peut qu'être ému, je pense, par une telle fin. Dites-moi aussi en commentaire si vous l'avez vu et ce que vous avez ressenti à son visionnage, mais pour moi c'est vrai que c'est un vrai classique, et d'ailleurs j'aimerais beaucoup le revoir très bientôt. Ensuite j'ai pas grand chose d'autre à vous présenter en hard science-fiction. Encore une fois, n'hésitez pas à aller regarder l'article que je vous mets en barre d'infos parce que vous avez énormément de possibilités, de sources dans cet article là. Et encore une fois, je suis pas une spécialiste, je ne sais même pas si je vais vraiment lire ou regarder un livre ou un film de hard SF pendant le challenge. Peut-être. Je l'ai vraiment mis là aussi pour les puristes de la science-fiction qui ont envie d'aller vers ce que je vois un petit peu comme le sous-genre originel de la science-fiction, même si historiquement je sais pas si c'est vraiment le cas, mais j'ai un peu la sensation que justement les vieux classiques de science-fiction s'inscrivent dans ce sous-genre. Donc ça peut quand même plaire à beaucoup de personnes et j'imagine que plein d'autres personnes ont énormément d'autres possibilités de bibliographie, de sources de ce sous-genre. N'hésitez pas à les dire aussi en commentaire, ça peut être l'occasion de recommander vos arts de science-fiction favoris. Ensuite on avait La planète voyageuse dans laquelle on parlait de voyage dans le temps. On est encore une fois sur un thème qui est relativement restreint. Voilà, on n'a pas non plus des caisses et des caisses de romans qui vont traiter du voyage dans le temps, mais j'en ai quand même quelques-uns. Et du coup dans ma pile à lire j'ai notamment Un monde après l'autre de Jodi Taylor. C'est le tome 1 des Chroniques de Sainte Mary. C'est une grosse saga, il y a au moins 10 tomes je pense à l'heure actuelle. Je n'ai que le tome 1 dans ma pile à lire et c'est ma copine Graziella qui était très fan de cette saga et qui m'avait donné envie de la lire. Donc je m'étais procuré le tome 1 et je ne l'ai toujours pas lu. Donc ce serait peut-être l'occasion de m'en saisir. On nous parle de la disparition de Pompéi, on nous parle de la Première Guerre mondiale, du grand incendie de Londres. Donc j'imagine vraiment qu'on va aller un petit peu à travers les époques. En tout cas je sais de sources sûres pour le coup qu'il s'agit vraiment d'un roman qui traite de voyage dans le temps, donc pour le coup là vous ne pouvez pas vous tromper. Dans mes anciennes lectures que je peux vous recommander en termes de voyage dans le temps, il y a la trilogie Rouge Rubis de Kerstin Gier. Alors pour le coup on est sur une trilogie vraiment young adulte, voire jeunesse, et quand je l'ai relu et quelques années plus tard je me suis rendu compte qu'il y avait quand même quelques soucis liés au fait que c'était un petit peu enfantin, il manquait des petites subtilités. Mais ça reste une trilogie que j'avais vraiment adorée, donc c'est Rouge Rubis, Bleu Saphir, Vert Émeraude. Ça a été aussi adapté en film d'ailleurs, si jamais vous voulez plutôt vous faire la version film, il n'y a pas de problème évidemment. En tout cas c'est une trilogie qui se passe à Londres, il me semble, et on suit une jeune fille qui va se découvrir détentrice d'un pouvoir de voyage dans le temps. Globalement, je vous passe les détails. Il va y avoir une romance que moi à l'époque j'avais adorée. Je trouvais que, en tout cas la première fois que je l'avais lu, j'avais trouvé ça hyper bien ficelé, j'avais trouvé que c'était bien fait parce que la thématique du voyage dans le temps, c'est pas si évident que ça. Je pense que pour écrire un livre ou un film qui parle de voyage dans le temps, t'es obligé à un moment donné de te faire une frise chronologique, de te dire ok, si elle fait ci, ça va modifier ça, enfin il y a plein de postulats à faire aussi et je trouvais que justement les postulats dans cette trilogie là étaient plutôt bien faits. Donc si jamais vous avez envie de découvrir un petit peu un classique de la littérature young adulte jeunesse en lien avec le voyage dans le temps, n'hésitez pas. Et en termes là pour le coup de séries, j'ai vraiment une série à vous recommander sur le voyage dans le temps. Probablement que vous en avez déjà entendu parler, mais j'en remets une couche parce que c'est vraiment une de mes séries préférées qui m'a le plus. Et il s'agit évidemment de Dark, qui est une série allemande. Je ne pourrais pas vous redire le nom du réalisateur, mais c'est sur Netflix. C'est une série qui doit faire 3 saisons ou 4, 3 saisons il me semble. Et on est complètement dans la dynamique du voyage dans le temps. Pareil, on suit tout un groupe de personnes dans un village. De là va partir toute une série d'événements qui vont un petit peu nous renverser le cerveau. Au début on ne comprend rien, au milieu on ne comprend rien, et à la fin tout s'éclaire. Et honnêtement, quand je vous disais que le voyage dans le temps c'était quand même une thématique assez difficile à traiter, pas clairement dans cette série c'est fait à merveille. Sincèrement, je suis arrivée à la fin, je me dis mais c'est comment ils ont fait pour construire une telle histoire, ça tient tellement la route, c'est incroyable. Vraiment, si vous devez regarder, pour moi, une œuvre télévisuelle sur le voyage dans le temps, c'est vraiment Dark. N'hésitez pas du coup à me dire aussi en commentaire si vous l'avez déjà vu, ce que vous en avez pensé. Bon, on arrive dans la catégorie La Cantatrice, qui est la catégorie dans laquelle je vous parle de space opéra. Et là pour le coup j'ai énormément de choses à vous dire parce que vous savez à quel point ce sous-genre de la science-fiction est l'un de mes préférés. Alors je commence avec un livre que je n'ai pas lu, je les prends là comme je vous avais dit un petit peu au pif dans la pile que j'ai faite. Il s'agit de Cantique pour les étoiles de Simone Jiménez. Il me semble que c'est un space opéra puisqu'on parle quand même d'une humanité qui a quitté la Terre, qui est devenue inhabitable. On est souvent sur cette thématique. Et on va suivre une capitaine d'un cargo assurant la liaison
entre deux stations spatiales, j'ai l'impression. Donc space opéra pour moi parce qu'on est dans un vaisseau spatial, on navigue dans la galaxie, donc pour moi c'est typiquement ce qui rentre dans ce sous-genre là. On m'en avait dit énormément de bien, je crois même que je l'ai acheté aussi à la librairie critique, mais pour le coup ça remonte un petit peu plus et il me fait super envie depuis que je l'ai acheté, donc ce sera peut-être encore une fois l'occasion de le découvrir. Ensuite, alors là je fais d'une pierre deux coups, un livre que j'ai lu et un que je n'ai pas encore lu, donc un que je vous recommande et un autre qui est dans ma pile à lire. Donc là on a La couleur des nébuleuses d'Amandine Peter qui a un tome 2, d'ailleurs c'est un diptyque, je les ai lus tous les deux, c'est un diptyque que je vous recommande énormément. On est vraiment sur un space opéra dans la plus simple définition du terme. Ça se passe en 2198 et on suit un équipage dans l'espace, il y a pas mal de rebondissements, j'adore ce que fait Amandine Peter d'une façon générale, je l'ai lu aussi en urban fantasy et c'était tout aussi incroyable. On rencontre différentes espèces qui peuplent l'univers, on va dire, mais aussi des humains, on a une romance, on a vraiment un équipage qui est extrêmement attachant. Je le compare souvent, dans une moindre mesure, à L'espace d'un an de Becky Chambers parce que je les ai lus pratiquement au même moment et qu'en fait, il y a un moment donné où même je me suis un peu mélangée dans les histoires parce que ils ont un côté assez similaire, même s'ils vont pas traiter des mêmes choses, mais si jamais vous avez apprécié L'espace d'un an, ça peut tout à fait être un roman qui peut vous plaire. Et du coup, je m'étais procuré le préquel de cette duologie, de ce diptyque qui s'appelle La conquête des nébuleuses. Et j'aimerais bien pouvoir le lire aussi pendant le challenge en 2161, donc 10 ans avant un événement qui va être très déterminant pour la suite de la saga. Du coup j'ai hâte de voir ce que Amandine nous a préparé au travers de ce préquel et je ne doute absolument pas que ce soit tout aussi bien que le diptyque originel. Ensuite je vais faire d'une pierre trois coups parce que je vais vous parler du coup de la Queen, Becky Chambers évidemment, qui dit space opéra dit Becky Chambers. Pour moi c'est vraiment la pointure pour ce genre, même si elle se qualifie plutôt de science-fiction cosy ou en tout cas de science-fiction positive, ça reste quand même des space opéra. Et si vous avez envie d'un petit titre, je vais d'abord vous recommander Apprendre aussi par bonheur de Becky Chambers, qui est le tout premier que j'ai lu d'elle, et j'avoue que ce livre, déjà je l'ai lu pratiquement d'une traite, il m'a emporté d'une façon que j'avais rarement ressenti avant, en tout cas en science-fiction. On est sur des thématiques extrêmement engagées, typiquement j'aurais pu la mettre dans la catégorie engagée, mais ne vous inquiétez pas, j'ai prévu pour la suite. On va suivre un équipage très diversifié à travers la galaxie. Il y a des scientifiques, des ingénieurs et des biologistes et voilà, des personnes qui sont formées pour aller explorer les planètes et savoir un petit peu si la vie est possible sur ces planètes-là. Donc il y a tout un côté un peu scientifique derrière, mais c'est avant tout un récit qui est extrêmement philosophique, comme tout ce que fait Becky Chambers, avec une diversité dans les personnages qui est assez impressionnante. Et puis c'est très court, donc ça se lit très bien, et à la fois ça transmet énormément de messages extrêmement importants, donc rien que pour découvrir Becky Chambers, je pense que ça vaut vraiment le détour. Et ensuite, alors pour le coup, un livre que j'ai lu et un livre qui sera dans ma pile à lire, celui-là c'est tout simplement ma meilleure lecture de l'année 2022, donc l'année dernière. C'est un space opéra, donc on est sur une saga en 4 tomes, mais il y avait des tomes compagnons, donc là c'était le premier tome, et c'était tellement incroyable. Bon, si c'était ma meilleure lecture de 2022, vous le savez déjà, mais ça a été un livre qui m'a tellement émue, qui m'a bouleversée, que j'ai trouvé tellement intelligent, que j'ai trouvé tellement bien construit, bien amené, des personnages incroyables avec encore une fois une diversité de représentation qui est juste folle, des messages qui passent de façon tellement intelligente, c'est vraiment une énorme pépite. Et encore une fois, si vous n'avez toujours pas découvert Becky Chambers mais que vous avez envie d'un récit peut-être un petit peu plus long, n'hésitez pas vraiment. L'espace d'un an, c'est une énorme pépite. Et en plus, je dois dire que c'est un confort de lecture, les éditions La Talente. C'est juste génial en fait. J'ai juste envie de le relire, rien que pour le confort de lecture pratiquement. Juste incroyable. Voilà, je sais pas quoi vous en dire de plus parce que je vous en ai déjà beaucoup parlé sur la chaîne, mais s'il y a bien un titre que vous devez découvrir pendant ce mois de science-fiction et pour me faire plaisir, c'est L'espace d'un an. Du coup, comme je vous le disais dans La couleur des nébuleuses, on est globalement sur une intrigue de base assez similaire. On suit un équipage à travers la galaxie, si ce n'est que cet équipage pilote un vaisseau qui est un tunnelier et qui a du coup la capacité de créer des tunnels entre un point A et un point B de l'espace qui sont extrêmement éloignés. Donc il y a tout un côté un petit peu postulat scientifique aussi derrière, mais ce qui fait vraiment la force de ce roman, c'est les personnages. Et du coup, pour ma part, j'aimerais beaucoup pouvoir lire le tome 2 qui s'appelle Libration, qui m'a l'air juste tout à fait incroyable aussi, même si je sais que voilà, ce sont des tomes compagnons, donc je vais plus suivre l'équipage du tome 1, et je sais aussi que de la saga, c'est le tome 1 qui est le plus apprécié, la suite
et un petit peu plus en demi-teinte pour certains lecteurs, mais j'ai quand même énormément confiance dans ce que Becky Chambers peut proposer et j'ai vraiment très hâte de le découvrir. En plus je me rends compte qu'il est vraiment pas si long que ça, il fait moins de 400 pages. Donc j'espère avoir le temps de m'y plonger pendant ce mois de juillet, tout l'été d'ailleurs, parce qu'en fait on est en juin et j'ai déjà commencé le challenge, donc en fait je vais pouvoir faire un petit peu ce que je veux. Ensuite en space opéra, je m'étais aussi procuré Les Nuages de Magellan de Estelle Faye, qui se passe au 27e siècle. C'est écrit en chiffres romains, j'ai mis juste 10 minutes à compter combien ça faisait. L'humanité s'est étendue à toute la Voie lactée. A priori on va suivre un personnage qui est un pilote, et a priori il y aurait une planète qui serait dissimulée, il y aurait des pirates de l'espace, j'adore, qui auraient créé une république idéale. Quoi dire de plus, franchement j'ai très hâte de le découvrir. Vous le savez, Estelle Faye, je l'ai découverte à travers L'Arpenteuse de rêve, et j'ai lu plus récemment Un éclat de givre qui m'a globalement beaucoup convaincue, même si j'avais des petites choses à redire, donc j'espère que du coup celui-ci sera tout à fait à la hauteur de ce que j'ai déjà lu d'elle. Je pense que vous avez déjà pas mal de recommandations pour ce sous-genre, donc on va passer directement au suivant sans vous donner plus d'œuvres télévisuelles. Je pense que voilà, encore une fois, là je vous donne simplement des petites idées, que de toute façon si vous avez envie vraiment de faire le challenge, il faudra aussi que vous alliez chercher un petit peu de votre côté pour savoir ce qui peut vous intéresser vous, en fonction des œuvres vers lesquelles vous voulez vous tourner. Si vous avez envie d'aller voir des concerts et de regarder des films, peut-être que je serai pas la plus à même de vous donner les meilleures recommandations, même si j'en ai quelques-unes qui ponctuent la vidéo. Je pense que de votre côté c'est aussi pas mal d'aller faire vos petites recherches. Le sous-genre suivant c'était La Terre brisée, avec le genre post-apocalyptique. Alors de la même façon que pour le space opéra, vous savez que c'est l'un des genres que je préfère de la science-fiction, et on va partir à nouveau sur un truc un peu brouillon entre ceux que j'ai lus, ceux que j'ai pas lus, et on va commencer avec The Bricas, mais The Bricas, le passage de Justin Cronin, je ne sais pas comment il vaut mieux le dire avec ce merveilleux accent. Du coup voilà, on est sur une belle pavasse et on est clairement sur une épidémie qui a ravagé la population terrestre. Et on a du coup des derniers représentants de l'humanité qui vivent en colonie, et on va suivre une jeune fille qui vient à la rencontre de ces colonies. Elle semble avoir 14 ans, elle en a 100 de plus, elle est venue pour sauver le monde. Voilà, alors du coup ce livre pour moi il a quand même une grosse histoire, parce que quand j'étais petite, alors petite, je ne saurais dire à quel âge, je pense que j'étais au début du collège, j'avais trouvé ce livre chez Casino. Je pense que je voulais trop faire la meuf un peu intelligente qui lit des pavasses comme ça à, je sais pas, 12 ans. Donc j'avais fait acheter ce livre à mon papa et je l'avais commencé, je pense que j'avais lu une centaine de pages, je pense. Et je ne l'avais jamais terminé. Et là récemment quand j'ai voulu le reprendre et me dire bon bah est-ce que j'avais vraiment bien fait de l'abandonner à l'époque, je ne l'ai jamais retrouvé chez moi. Donc je pense qu'il a dû être revendu, je sais pas où est-ce qu'il a terminé. Et du coup Marine me l'avait offert l'été dernier quand je lui avais parlé de cette histoire. Donc je peux à nouveau tenter ce roman. Je pense que là clairement j'ai beaucoup plus de billes en tant qu'adulte maintenant pour comprendre tout ce dont il va parler, et les thématiques et la plume et tout en fait. C'est un livre que dans ma vie, j'aimerais vraiment terminer pour le plaisir de me dire ok, à l'époque j'avais pas réussi mais maintenant j'en suis capable. Ensuite on passe sur un livre en anglais, il s'agit de The Book of the Unnamed Midwife de Meg Ellison, et ce roman c'est l'un des romans préférés de l'année 2022 de Emily Fox, qui est ma booktubeuse anglophone préférée. Elle en parlait avec tellement d'amour. Vraiment, l'an dernier, elle en parlait dans plein de vidéos et ça m'avait donné super envie de le lire. On parle à nouveau bien sûr d'une apocalypse. Et on a un côté très féministe derrière ce titre, avec des scènes d'ailleurs un peu compliquées de ce que j'ai lu dans les avis, mais ça avait l'air juste incroyable. Ça a été quand même le gagnant du prix Philippe Cadic, ça a l'air trop bien. J'en sais pas trop plus, mais de ce qu'elle en avait dit dans ses vidéos, le côté féministe et le côté post-apo, ça m'avait donné super envie, et puis le fait qu'elle avait adoré, forcément, ça n'avait que renforcé cette volonté de le découvrir. Ensuite, un titre que j'avais mis dans ma pile à lire du printemps et que je n'ai pas encore lu, donc il serait temps, il s'agit de Sirius de Stéphane Servant, et là pour le coup je me souviens même plus de quoi il s'agissait. Oui c'est ça, on a du coup un monde qui se meurt, bon voilà, post-apocalyptique quoi, et on suit Avril, une jeune fille qui tente tant bien que mal d'élever son petit frère. Ils sont réfugiés au cœur d'une forêt jusqu'au jour où, a priori, le passé d'Avril va les remettre sur la route, et ils vont du coup entreprendre une espèce de quête. Ils sont pourchassés et ils vont faire une rencontre sur leur route qui va tout bouleverser. C'est Sirius.
Voilà, c'est très mystérieux, mais j'en avais entendu énormément de bien aussi à sa sortie, c'est pour ça que je me l'étais procuré au salon du livre de Montreuil cette année, enfin en 2022. Et notamment je me souviendrai toujours de l'avis de ma copine Jeanne, de Jeanne aime les livres, qui en avait parlé avec tellement d'amour. Voilà, j'aime bien le côté road trip post-apo, ça a l'air juste trop bien, donc trop hâte de le découvrir. À nouveau un livre en anglais, il s'agit de My Love Life and the Apocalypse de Melissa Welliver. Du coup celui-là, on l'a acheté avec Marine quand on était allé à Paris au mois d'avril. En fait il venait de sortir, il y avait toute une pile de cet ouvrage en librairie et il nous avait un peu tapé dans l'œil. Et en lisant le résumé on s'est regardé en mode ça a l'air trop cool, non? Et du coup on l'avait toutes les deux acheté. Ce sont des robots qui gèrent du coup les villes maintenant. Mais tous les robots ne sont pas forcément des machines. Et on a du coup un personnage, Echo, qui est mi-humain, mi-robot, j'ai l'impression, côté un peu cyborg à la Cinder, on verra bien. Puis j'ai l'impression que, bon, on parle quand même de Love Life, donc j'imagine qu'il y aura une romance. En tout cas, plus qu'un post-apo, je pense que c'est carrément un livre pendant l'apocalypse, mais ça a l'air cool, et puis j'aime bien le côté, bon bah on va foutre une romance là-dedans pour adoucir un petit peu les mœurs. Et enfin, dans le genre un petit peu road trip post-apo, je vous en ai parlé dans le dernier book haul, je vous présente Ce qu'il nous reste de Eric J. Brown. On est sur je pense que ce sera une romance LGBT, de ce que j'en comprends. En tout cas on suit un jeune homme qui s'appelle Jamie, qui vit reclus dans une cabane dans la forêt depuis que sa mère est décédée lors de l'apocalypse ou juste après, je ne sais pas. Et il va croiser la route d'un jeune homme. Et puis ils vont prendre la route ensemble. Et en fait va se poser la question un jour de savoir si Jamie peut vraiment faire confiance à cette deuxième personne qui est venue le rejoindre. Ça a l'air trop cool, à nouveau c'est un peu un road trip post-apo, il me fait penser un petit peu à Sirius dans l'idée. J'ai l'impression que c'est un peu le sous-genre dans lequel j'ai le plus de recommandations à vous faire et de titres à vous présenter globalement. Je vais vous parler aussi de deux autres titres que j'ai lus et qui étaient vraiment sympathiques. Tout d'abord je vous parle de Station Eleven de Emily St. John Mandel, qui est pour le coup l'un de mes livres post-apo préféré. J'avais juste adoré quand je l'avais lu en plus en vacances en Grèce et c'était juste trop bien comme lecture. On a eu une épidémie qui a décimé la population, on a des colonies qui ponctuent le territoire américain et on va suivre une troupe itinérante de musiciens qui viennent à faire de la musique du coup dans les colonies et redonner un petit peu de vie dans ce monde qui est complètement mort en fait. C'était trop bien, vraiment cette lecture. En plus il y a des basculements dans le temps. On revient sur le début de l'épidémie où on suit des personnages qui vont être progressivement atteints. Il y a un côté un peu multiple temporalité. C'était génial. Donc franchement, si vous avez envie d'un post-apo, je peux vraiment vous recommander celui-là qui était une vraie pépite à mes yeux. Et j'ai également lu en 2022 le livre de M de Peng Shepherd qui était sympa. Je vous le recommande pas autant que Station Eleven qui est pour moi vraiment l'un de mes préférés. Le livre de M c'était sympa. On suit un couple notamment qui a subi une apocalypse, ils étaient à un mariage et en fait ils se retrouvent du coup reclus en haut d'une montagne. Eux n'ont pas encore été touchés par l'épidémie mais ils ont vu tous les gens avec qui ils étaient progressivement mourir ou en tout cas être transformés par la maladie. Donc eux ils essaient de survivre un petit peu tant bien que mal, jusqu'au jour où la femme attrape justement la maladie, elle s'enfuit. Et du coup on va suivre à la fois cette femme qui poursuit une espèce de quête parce elle essaie de combattre la maladie, elle sait qu'elle est malade et qu'elle va perdre la mémoire. Et à côté de ça on suit son mari qui part à sa poursuite. C'est assez long, ça fait plus de 700 pages et sincèrement je pense que ça en méritait peut-être pas autant. En tout cas les 700 pages auraient pu être utilisées d'une autre façon, ça reste très sympathique à découvrir et je trouve que les thématiques sont assez intéressantes. La fin est un peu... Voilà, j'ai pas vraiment de mots, mais c'était assez surprenant quand même, c'était bien fait. Donc si vous avez envie d'un post-apo un petit peu sur ce genre là, je vous recommande aussi celui-là. Et dans le côté un peu post-apo, je vous recommande encore une fois Dark, qui du coup, par le fait qu'il parle de voyage dans le temps, on se retrouve certains moments dans le futur, et dans le futur c'est clairement l'apocalypse. Donc si jamais je peux replacer Dark par ici, voilà, je le fais. Bon, on embraye sur la planète engagée, et donc c'est ce sous-genre dans lequel je vous ai expliqué que vous avez le droit un petit peu de lire ce que vous voulez, en tout cas à partir du moment où pour vous ça aborde un thème qui vous est cher et pour lequel vous pressentez que le livre va avoir un côté très engagé. D'ailleurs sur ce thème là j'ai vraiment hâte de voir ce que vous allez pouvoir proposer, parce que j'imagine qu'on n'a pas forcément les mêmes visions de ce mot là. Moi je sais que typiquement je vais me tourner vers des romans afroféministes, féministes d'une façon générale, qui ont une visée écologique, qui ont une visée à parler de thématiques LGBTQIA+. Voilà, ça va être un petit peu ces thématiques là qui vont m'animer et on commence directement avec la Queen,
à nouveau. Bien sûr, je ne peux pas vous parler de lecture engagée en science-fiction sans vous parler de Becky Chambers, encore une fois. Pour le coup, je vous ai pris cette duologie-là, même si en fait j'aurais aussi pu vous mettre Apprenti par bonheur et L'espace d'un an ici. Mais là, du coup, on est un peu plus sur la science-fiction qui se passe pour le coup sur Terre. Donc ça rentre plus dans cette catégorie-là pour moi. On suit un moine et un robot qui vont un petit peu parcourir le monde. C'est du coup des livres qui sont très très courts, je vous en ai beaucoup parlé sur la chaîne. On a une grosse visée philosophique derrière et tout un questionnement autour de la technologie, autour de la société de consommation, du genre également. C'est pour ça que sur les thématiques LGBT ça peut être aussi très engagé. C'est vraiment un diptyque que je vous recommande absolument si vous avez envie de découvrir un petit peu la science-fiction de manière douce, parce que c'est vraiment cosy, c'est vraiment hyper positif et ça questionne plein de choses tout en du coup nous passons quand même dans un univers futuriste, à un moment donné où les hommes ont clairement détruit la planète et où ils essaient un petit peu de reconstruire tout ça. Donc vraiment, encore une fois, je peux pas faire une vidéo sur l'engagement en littérature science-fiction sans mentionner Becky Chambers. Ensuite, un livre que je n'ai pas encore lu, je sais qu'il traite notamment d'écologie, il s'agit de Green Rising de Lauren James. J'ai déjà parlé de Lauren James sur la chaîne avec The Loneliest Girl in the Universe, qui est pour le coup plus un space opéra slash thriller. Je m'attendais pas du tout à ce côté-là thriller, mais il existe, donc je vous le dis. In a climate catastrophe, resistance is taking root. Donc j'imagine que voilà, on va parler d'effondrement climatique. A priori, des milliers d'adolescents tout autour du monde ont développé un espèce de pouvoir surnaturel un peu étrange. Ils arrivent à faire pousser des plantes sur leur peau. Évidemment, des organisations vont essayer de s'emparer de ce pouvoir et d'en faire quelque chose de profitable d'un point de vue pécunier. Et donc ça va parler aussi peut-être de greenwashing, voilà, de choses comme ça. En tout cas, j'avais très envie de le découvrir aussi. J'ai pratiquement tous les Lauren James dans ma pile à lire. Et celui-là, je pense que typiquement, il va s'inscrire dans cette dynamique engagée autour de l'environnement. Je vous avais dit que j'avais un petit peu envie de parler d'afroféminisme. Et je ne peux pas parler d'afroféminisme en science-fiction sans vous parler de Octavia E. Butler avec Kindred. J'adore cette édition, je la trouve juste magnifique. Et à nouveau, on va remercier Emily Fox pour la recommandation puisque elle n'a fait que parler de Octavia E. Butler en 2022 et un petit peu en 2023. Elle a lu 6 ou 7 de ses romans l'an dernier, donc forcément on l'a beaucoup vu passer sur sa chaîne, et notamment elle recommande Kindred en première lecture pour découvrir l'autrice. Je sais même plus de quoi on va parler. On a une double temporalité entre 1976 et 1815, et on va être dans une plantation, donc j'imagine que ça va parler d'esclavage. En tout cas voilà, on est sur une autrice qui a toujours des textes qui sont très engagés d'un point de vue du féminisme ou du racisme, et je m'étais dit que cette année il fallait absolument que je découvre cette autrice, donc ce serait l'occasion avec Kindred, qui est du coup cette fameuse lecture un petit peu recommandée pour commencer avec l'autrice. Et c'est vraiment un nom de la science-fiction, c'est l'une des plus grandes autrices de science-fiction de ce dernier siècle, on va dire, et je trouve qu'on n'en entend pas tellement parler, c'est tellement triste. Après vous avoir parlé de Becky Chambers, d'Octavia E. Butler, je ne peux pas vous parler de science-fiction engagée sans vous parler de Aurélie Wallenstein, évidemment. Je vous ai pris Le désert des couleurs parce que c'est celui que j'ai préféré pour le moment d'elle, mais j'ai aussi lu Mère morte, qui s'inscrit tout à fait dans cette thématique aussi. Je sais que Aurélie Wallenstein, de façon générale, s'inscrit toujours dans des thématiques environnementales, notamment dans des univers de science-fiction ou de fantasy. Si je peux vous en recommander un, c'est celui-ci. C'est un roman assez étrange, assez particulier, dans lequel on va suivre un monde désertique. Il reste des colonies humaines, encore une fois, on revient un petit peu sur ce trope-là. Donc on a des colonies humaines qui ponctuent le désert, et puis en fait le désert il a cette capacité, si vous vous aventurez dedans, de voler les souvenirs des gens qui le foulent, et en fait les souvenirs des gens deviennent des grains de sable. Du coup on va suivre toute une quête parce qu'en fait la colonie à l'heure actuelle, je sais plus si c'est qu'elle va péricliter ou s'il y a voilà une menace, mais en tout cas ils ont besoin d'aller chercher un autre Eldorado, d'aller chercher un autre endroit pour vivre, et on va suivre du coup 2 personnages qui sont un petit peu missionnés pour traverser le désert et réussir à trouver un autre endroit pour leur colonie. C'est un roman qui est extrêmement touchant, qui parle de l'humanité, qui parle de famille, qui parle de thématiques un peu plus compliquées, donc je vous invite un petit peu à regarder les trigger warnings si vous en avez l'occasion avant de le découvrir, mais c'est un roman que je trouvais extrêmement original, qui pour moi s'inscrit complètement dans la thématique engagée,
sur différents aspects, d'un point de vue des violences sexistes et sexuelles je dirais, et du coup de l'environnement évidemment. Et du coup ensuite ma lecture en cours, je vous ai dit que j'avais commencé déjà le challenge alors qu'on est encore en juin, je n'ai pas pu résister, il était déjà dans ma bibliothèque audible, donc j'ai commencé Complicated Love Story Set in Space de Sean David Hutchinson. C'est l'un de mes auteurs préférés puisque j'ai lu We Are the Ants de lui qui est l'un de mes romans préférés, donc même avec une seule lecture, j'ai déjà considéré que c'était un auteur de talent. Pour le moment celui-là ne me plaît pas autant que We Are the Ants, j'ai pas mis mon marque-page à jour, j'ai un petit peu plus avancé que ça. Mais je suis environ à la page 150. Je m'installe progressivement dans l'histoire et j'apprends à connaître les personnages. J'ai juste du mal à voir où est-ce qu'on va aller avec cette histoire. En fait j'ai l'impression qu'il y a à tout moment, il va y avoir un plot twist, il va nous retourner le cerveau et je vais être en mode en fait c'est incroyable. Donc j'attends ce moment. Pour le moment c'est plutôt tranquille, chill. On suit 3 personnages qui ont été kidnappés globalement et qui ont été mis dans un vaisseau spatial en partance pour je ne sais quelle planète. Et on va essayer un petit peu de comprendre ce qui leur est arrivé, pourquoi ils sont sur ce vaisseau et pourquoi eux. Et voilà, il y a toute une des relations qui se créent entre eux. Au tout début de l'histoire on suit Noah qui meurt. Voilà, clairement il meurt, s'il a plus assez d'oxygène dans sa combinaison d'astronaute. Et DJ, qui est l'un des autres personnages du vaisseau, le sauve et on sent que c'est quelque chose qui l'atteint beaucoup, mais on sait pas trop pourquoi, à part le fait qu'il a sauvé quelqu'un, on est d'accord, mais ça va au-delà de ça, donc on sait pas encore trop pourquoi. Voilà, je suis assez intriguée quand même, j'attends de voir où est-ce que ça me mène, mais en tout cas, je peux vous le recommander parce que je sais que Sean David Hutchinson met toujours des thématiques LGBT dans ses romans, donc c'est pour ça que je pense que ce roman va s'avérer relativement engagé pour les thématiques LGBTQIA+, et en plus de ça c'est globalement un space opéra. Et on attaque du coup le dernier sous-genre avec la planète mystérieuse. Je m'excuse, cette vidéo est extrêmement longue, mais en fait j'avais vraiment énormément de choses à vous proposer pour faire du contenu pour le challenge. Donc eh bien j'espère que ce sera pas trop long pour vous et que vous serez arrivés déjà jusque là. Donc la planète mystérieuse, je vous ai dit que c'était une catégorie dans laquelle vous allez pouvoir lire tout autre genre qui n'a pas déjà été abordé dans un autre menu. Donc par exemple, je vous avais donné l'exemple de l'Uchronie, de la space fantasy, du cyberpunk, je sais plus ce que je vous avais dit d'autre, mais il y a plein de possibilités. N'hésitez pas encore une fois à faire vos petites recherches de votre côté parce que voilà, je pense que vous allez pouvoir trouver des choses qui peuvent vous intéresser et peut-être vous tourner vers des sous-genres dont on n'entend jamais parler. Pour accélérer un petit peu le tempo et pas faire une vidéo trop longue non plus, je vais commencer par vous parler de 3 livres en un dans cette catégorie. Je vous les mets là parce que pour moi c'est la science-fiction humoristique. Félicratie de H. Lenoir, qui est d'ailleurs dédicacé, je l'avais rencontré à Rennes. Voilà. Donc celui-là en plus, il est trop beau. Mon boulot c'est animal domestique pour extraterrestres. Voilà, bon, j'ai vu ça, je me suis dit ok, ça a l'air incroyable. Je vous en dis pas plus, mais celui-là il sera lu probablement au mois d'août parce que grâce à la vidéo de la semaine dernière, j'ai découvert le conte de Marion. Et Marion a construit un book club de lecture de science-fiction. Je vous mets d'ailleurs dans la barre d'infos la page Instagram de Marion si jamais vous êtes intéressé pour rejoindre ce book club. Ça a l'air très sympathique, je l'ai rejoint du coup depuis le week-end dernier et ça a l'air vraiment chouette. Et du coup, ils organisent une lecture commune de ce roman au mois d'août, à partir du 7 août je crois. Donc clairement je le garde pour le mois d'août parce que j'ai hâte de pouvoir le lire du coup dans le cadre du book club. Et du coup là j'ai 2 romans de Alexis Broca. Alors celui-là est un service de presse que j'ai reçu, donc comme ça me permet de vous en parler. Donc j'ai d'abord Astrea et La honte de la galaxie. En 300 000, on va suivre une jeune fille qui a 17 ans, qui essaye d'oublier son passé tumultueux. Il y a un convoi de l'Empire qui fait escale chez elle. Donc voilà, ça m'avait donné très envie, je pense que ça va être un petit peu burlesque et j'ai hâte de voir comment ça va être traité. Et du coup celui-là que j'ai reçu très récemment, c'est le nouveau Alexis Broca. Et là pour le coup à nouveau on suit une jeune fille qui est née sur une planète aux confins de l'Empire. Peut-être qu'en fait ils vont avoir... Ils sont peut-être un peu dans le même univers, dans la même vibe, je sais pas du tout, mais je pense, ça a l'air de ressembler un petit peu. Et du coup on va lui proposer un poste ou une opportunité professionnelle, j'ai l'impression, qui a l'air très chouette, mais est-ce que c'est vraiment si bien que ça en pratique? On ne sait pas. Et là pour le coup on est sur une bonne élève qui se satisfait de son sort, donc peut-être des personnages très différents par rapport à la honte de la galaxie. Ça m'intéresse donc je vais voir un petit peu ce que ça donne. Et merci aux éditions Sarbacane pour l'envoi. Pour continuer dans une science-fiction que j'ai l'impression que c'est une science-fiction un peu humaniste que je vais vous présenter. C'est pour ça que je sais pas trop dans quelle catégorie la mettre, mais j'ai décidé de la mettre dans cette planète un petit peu mystérieuse parce que pour moi ça rentre pas vraiment dans un sous-genre en particulier. Il s'agit de Tous les hommes de Emmanuel Brault.
Du coup dans ce livre que j'ai aussi acheté du coup chez Critique dans mon opération science-fiction, ça se passe dans l'espace à nouveau, mais ce qui est intéressant avec ce livre, c'est qu'on va suivre 3 personnages, 3 générations d'hommes de ce que j'ai compris, et il y a toute une dynamique très philosophique, très humaniste derrière. Et du coup tout ça dans un univers de science-fiction dans la galaxie, ça m'avait l'air trop chouette. Donc n'hésitez pas à me dire aussi si vous l'avez lu, parce que pour le coup j'en ai jamais entendu quoi que ce soit. Ce sera l'occasion de savoir un petit peu ce que les lecteurs en pensent. Je vous ai dit qu'on pouvait lire de l'Uchronie avec la science-fiction. Moi je pensais que l'Uchronie c'était un sous-genre de la fantasy, mais en fait bah non, a priori. Du coup en Uchronie, il y a un livre que j'ai déjà lu, j'ai lu que le tome 1, le reste de la trilogie est dans ma pile à lire, mais il faudrait vraiment que je relise le tome 1 des Mystères de l'Arispem de Lucie Pirapajo. C'était un roman young adulte qui avait gagné d'ailleurs le 2e concours Gallimard Jeunesse, qui a donc été le successeur de La Place Miroir. Ça se passe en 1899. C'est un livre qui se passe à Paris si je ne dis pas de bêtises. Paris est devenue une cité-état, je crois que ça fait suite à la Révolution française, un siècle après, avec des technologies qui sont propres à des univers steampunk. Et on suivait 3 personnages différents, et il y avait toute une histoire de... Je me souviens qu'on parlait de sang, et de mémoire du sang. Je me souviens plus exactement de quoi on parlait, c'est pour ça qu'il faut absolument que je relise le tome 1 pour pouvoir enchaîner avec la suite. Ce serait l'occasion d'avancer dans une saga, ce serait pas mal. Et enfin, je vous ai parlé de Space Fantasy. Je suis pas sûre vraiment que ce que je vais vous présenter soit de la Space Fantasy, mais je sais par contre que c'est un roman que l'on qualifie à la fois de roman de science-fiction et de roman de fantasy. Donc pour le côté hyper ambivalent qu'il peut avoir, je voulais vous présenter Un souvenir nommé Empire de Arkady Martine. C'était ma copine Clem qui m'avait donné ses ENC. Donc j'ai hâte de voir un petit peu de quoi il va en retourner. Quand elle m'en avait fait la chronique, ça m'avait donné hyper envie. Sur le Discord du Book Club, j'ai vu que des lecteurs en avaient parlé récemment, certains qui étaient hyper hypés, qui avaient juste adoré, et d'autres qui avaient moins aimé. Par contre, la majorité disait que le tome 1 était très bien, mais que le tome 2 les avait beaucoup déçus. J'ai fini de vous présenter tous les livres que je m'étais sortis. Je me rends compte que je vous ai pas présenté énormément d'œuvres audiovisuelles, télévisuelles. Mais bon, si déjà vous pouvez regarder Dark, je pense que l'avenir s'en portera mieux. Non, vraiment, c'est une série que je vous recommande absolument, donc si jamais vous ne l'avez pas encore vue, vraiment, n'hésitez pas. Et d'ailleurs, si vous la voyez pendant le challenge, n'hésitez pas à me faire un retour. Voilà, je serais trop contente de savoir que certains l'ont vu grâce à moi. Voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me dire quels sont vos titres préférés parmi ceux-là, si vous les avez lus. N'hésitez pas à me dire ceux qui vous tentent. Si jamais vous avez envie de partager vos lectures sur YouTube ou sur Instagram, n'hésitez pas à me taguer aussi. Pour ceux qui ne sont pas sur Instagram, j'ai créé des templates. Ils sont très beaux. Enfin, en tout cas de mon avis, pour partager vos lectures, donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram pour pouvoir les screener, je les ai mis en story à la une. Voilà, l'idée c'est vraiment qu'on partage tous ensemble autour de ce challenge. Je suis contente de voir les retours qu'il y a eu depuis la semaine dernière autour de tout ça. Merci pour votre engouement et votre enthousiasme. J'espère que vous serez plein à nous rejoindre pour ce challenge. Et là-dessus, eh bien, je vous souhaite de très belles lectures, encore une fois qu'elles soient de science-fiction ou pas. Et je vous retrouve très bientôt à bord de l'Arche des Brumes. Ciao!